Ah non, j'adore tirer avec. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un très célèbre pistolet soviétique, le Tokarev. Mais avant de se lancer dans l'histoire de ce TT-33, je tiens à faire deux grands remerciements. Tout d'abord, un grand merci à l'armurerie Commanderie de Navarre qui m'a confié ce pistolet. Et toujours un grand merci à mes tipeurs qui permettent de poursuivre mon travail et qui participent au budget cartouche pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. Je suis très content d'avoir l'occasion d'utiliser un TT-33 car je suis très curieux de ce que donne la cartouche de C62 Tokarev dans une arme de poing car pour le moment je n'ai pu que l'utiliser dans des pistolets mitrailleurs. Avant d'aller faire un tour au stand et d'essayer ce TT-33, on va se pencher sur l'histoire du pistolet en lui-même et il faut également aborder sa cartouche et son origine. Au sein de l'armée russe, on avait de nombreux officiers qui utilisaient le célèbre C96 et ces C96 utilisaient la cartouche de 7,63 par 25 mm. Et le pistolet et sa munition vont être utilisés du début des années 1900 jusqu'aux années 20. L'Allemagne vendait de nombreuses cartouches à la Russie impériale et cette dernière a également fabriqué au début de manière un peu informelle, puis de manière officielle des cartouches de 7,63 par 25 mm après avoir acheté la licence et les outillages à la Deutsche Waffen Munitionsfabriken. En 1929, la Russie veut une nouvelle cartouche pour deux raisons. La première, c'est pour améliorer les performances du 1663, mais aussi pour avoir une cartouche qui va permettre une standardisation. Et c'est ce qui va donner le 1662 par 25 mm, qui ressemble beaucoup à son prédécesseur allemand et qui génère une pression supérieure. D'ailleurs, la munition de 1662 Tokarev est réputée pour sa capacité de pénétration supérieure à son homologue 9 mm para ou 45 ACP, et ce grâce à un projectile plus petit et plus léger, mais qui va se déplacer plus rapidement aux alentours des 500 mètres secondes. C'est bien beau d'avoir une nouvelle cartouche, mais il faut aussi une nouvelle arme pour l'accompagner. Et l'Union soviétique va alors organiser une mise en concurrence afin de sélectionner le futur pistolet qui doit remplacer également les revolvers Nagant modèle 1895. Plusieurs ingénieurs vont donc proposer leurs armes, dont bien sûr Fedor Vasilievitch Tokarev, mais on a également Sergei Alexandrovitch Korovin, un autre Sergei Alexandrovitch, mais ce coup-ci Sergei Alexandrovitch Pridutsky, et ces deux derniers ont dans un certain sens réutilisé leurs prototypes respectifs qu'ils avaient proposés lors d'un précédent programme en modifiant les pistolets pour la nouvelle cartouche. Tokarev, lui, a proposé deux armes. Au début, il va proposer un pistolet rafaleur avec une culasse non calée, mais il sera rapidement rejeté car c'était un peu hors sujet par rapport à ce que voulait l'URSS. Puis il va proposer ce qui deviendra le TT-30, et ce TT-30 va recevoir quelques modifications, notamment au niveau de la détente, et aussi on voulait améliorer la précision de l'arme. Le 7 janvier 1931, on essaye la dernière version du pistolet de Tokarev qui va être adoptée et qui va devenir le TT-30. Alors les lettres TT, il y en a une pour Tokarev bien sûr, mais le premier T c'est pour l'arsenal de Tula. On va faire ensuite quelques légères modifications pour faciliter la fabrication du pistolet et c'est ce qui va donner alors le TT-33. Ce pistolet a été fabriqué en environ 1 300 000 exemplaires pendant la Seconde Guerre mondiale et il sera l'arme de poing principale de l'armée soviétique, bien qu'il n'ait jamais totalement remplacé les vieux revolvers Nagant. Et maintenant qu'on a vu l'histoire de son adoption, on va voir ce TT-33 d'un peu plus près et également faire un peu de tir. Notre TT-33 est un pistolet qui pèse 850 grammes non chargé et qui mesure 19 cm de long avec un canon de 12 cm. Il a une capacité de 8 cartouches grâce à un chargeur qui s'enlève grâce à un bouton sur la gauche, somme toute assez classique. Il n'y a pas de levier de sûreté à proprement parler, mais on a un cran de demi-armée ici qui va empêcher le tir et qui va également empêcher tout mouvement de la culasse. Comme on peut le voir, le marteau est exposé et on peut l'armer manuellement grâce à des stries au-dessus. En parlant de stries, on a bien sûr des stries à l'arrière de la culasse. Enfin, sur le côté gauche, on a un arrêtoir de culasse dans sa position la plus classique.
Comme on peut voir, les organes de visée sont extrêmement basiques, avec un guidon qui est assez fin et une hausse à l'arrière, et évidemment, ils ne sont pas réglables. On va essayer le TT33. Ce qui est assez surprenant quand on le prend en main, c'est qu'en fait, la poignée n'est pas vraiment plus grosse que celle d'un Makarov. Donc personnellement, j'ai des mains de moyenne grande taille, mais quand j'insère le chargeur, si je m'amuse à le claquer fort, ça va me pincer l'auriculaire. Donc on va voir ce que va donner le C62 Tokarev dans un pistolet. J'ai eu l'occasion de l'essayer dans des pistolets mitrailleurs, mais là c'est la première fois que je vais m'en servir dans une arme de poing. Ah, ça fait beaucoup plus de bruit qu'avec le Makarov, mais c'est super agréable. Je ne sais pas si à la caméra on va voir le flash à la sortie du canon, mais c'est totalement gérable. Et les organes de visée, bien qu'étant extrêmement basiques, le guidon est assez fin, donc c'est relativement précis, je pense. Je vais regarder après ce que ça donne sur le carton, mais un peu comme le Makarov, en fait, je m'attendais à ce que ce soit vraiment très basique, très soviétique, et finalement c'est un vrai plaisir de l'utiliser. Le démontage du Tokarev est très facile. On procède aux mesures de sécurité. Et c'est un démontage qui ressemble beaucoup aux autres pistolets avec une action Browning. Donc pour ce faire, on va enlever l'arrêtoire. Mais pour pouvoir l'enlever, il faut désengager le ressort de l'arrêtoire, qui est cette pièce. Alors, on peut voir dans le manuel du Tokarev qu'on peut utiliser le talon du chargeur pour désengager le ressort. C'est possible. Dans mon cas, je vais utiliser un stylo parce que c'est en plastique, comme ça, je ne ferai aucune rayure. Donc on pousse un peu dessus. On le désengage. À ce moment, on peut retirer notre arrêtoire. Donc on pousse de l'autre côté et on va pouvoir l'enlever. La culasse va avoir tendance à partir en avant parce qu'on a notre ressort récupérateur qui est légèrement sous tension. Et pour éviter que le ressort récupérateur saute, je vous conseille de mettre la main en dessous quand on procède à la séparation des deux parties, car le ressort va avoir tendance à vouloir prendre sa liberté. Donc on l'enlève, on a le ressort et la petite tige guide. Pour retirer le canon, on va enlever la bague qu'il y a autour du canon. Donc on la ramène en haut et on l'enlève. On vérifie bien que notre biellette est abaissée. Et on peut alors retirer le canon. Enfin, si on le souhaite, on peut faire comme sur un Max 50, c'est-à-dire enlever la platine. Donc on la soulève et on a la platine qui est désolidarisée de la carcasse. Pour remonter le Tokarev, c'est évidemment le processus inverse. Je vais commencer par insérer la platine. Ensuite, je mets le canon à l'intérieur. Et vient la partie qui est... C'est pas que c'est complexe, c'est que le ressort, c'est un peu difficile à le maintenir à sa place. Il faut bien sûr que la biellette soit levée
et positionner la tige guide pour que l'encoche soit contre le canon. Donc à ce moment-là, on insère le ressort et on le comprime. Et je trouve que c'est assez utile d'utiliser ses doigts pour maintenir le ressort à sa place. La biellette, il faut bien faire gaffe à ce qu'elle ne bouge pas trop. Et à ce moment-là, on peut tout réinsérer. Et quand tout est à sa place, il faut maintenir le ressort avec les doigts pour pas qu'il ait tendance à s'envoler. Voilà, typiquement, c'est ce qu'il faut éviter. Une fois le ressort à sa place, on peut ramener l'ensemble sur les rails. Dès que le ressort n'est plus exposé, on est bon. On aligne bien le trou où l'arrêtoire va s'insérer avec le trou de la biellette. On remet notre arrêtoire qui doit rentrer tout seul. On relâche et on n'oublie pas le ressort de l'arrêtoire que l'on va remettre sous tension en rappuyant dessus. Le TT-33 est un excellent pistolet qui, comme beaucoup d'armes soviétiques, est simple et efficace. Il a également été utilisé par d'autres pays du bloc de l'Est avec des versions un peu différentes de celle-ci et sur lesquelles je serai amené sans doute à faire des vidéos. Au sein de l'Union soviétique, sa carrière a été plutôt courte car après la Seconde Guerre mondiale, c'est le Makarov qui va être adopté et j'en parlerai très bientôt pour voir comment on est passé d'un pistolet de taille entre guillemets classique et avec une cartouche assez puissante à un pistolet compact avec une munition de puissance plus modérée. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur le Makarov si je finis le montage à temps. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le souhaitez à rejoindre le Tipeee en description.